produits pharmaceutiques. Les animaux sont destinés au trafic national et surtout international, en Asie, surtout l'Asie du Sud-Est, mais aussi aux États-Unis en transitant par l'Afrique du Sud. Au mois de mars, l'USAID et le WWF ont lancé une campagne pour combattre le trafic de tortues radiées. Le slogan est limpide: « Je ne suis pas à manger, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas décorative et je ne suis pas à exporter ». Pour les défenseurs de l'environnement, le trafic continu de tortues endémiques menace de réduire à néant des dizaines d'années d'efforts pour conserver l'héritage naturel de Madagascar. Laure Verneau, Antananarive, RFI. Antananarive, il est 10h passé de 43 minutes. Vous êtes en compagnie de Nathalie Amar pour Afrique Matin. Merci Céline Pellarin. Dernière édition d'Afrique Matin dans 3/4 d'heure avec Amélie Tullet. Afrique Matin sur RFI. Et d'ici là, nos rendez-vous, nous serons notamment à Tunis. Comme dans beaucoup de pays musulmans, on se réveille là-bas le matin au son du muezzin qui appelle les fidèles à la prière. Un chant différent dans chaque pays. Dans chaque région du monde arabo-islamique, il y a des spécificités modales. Il y a les modes orientaux et les modes utilisés au Maghreb. Et même au Maghreb, chaque pays a ses propres modes. Je peux dire par exemple je peux utiliser ces notes sous 3-4 versions différentes. C'est l'expression, l'intonation, le phrasé qui font que chaque musique a ses propres spécificités. Le reportage de Michel Picard à Tunis, mais d'abord la revue de la presse. RFI. Et à la une des journaux africains ce matin, Frédéric Couteau, la mort de Winnie Mandela. Oui, elle est à la une de bon nombre de journaux du continent. On la voit à tout âge, coupe afro dans ses jeunes années, ou encore coiffée d'un chapeau, d'une casquette ou d'un foulard, mais toujours avec le même geste, le poing levé, symbole de la lutte contre l'oppression. Justement, relève le Mail and Guardian, en Afrique du Sud, dans le sillage de son poing levé, elle a élevé une nation. La mort de Winnie Mandela marque la fin d'une époque, la perte d'une combattante de la liberté qui a servi de visage public à un Nelson Mandela emprisonné durant 27 ans. Travailleuse sociale de profession, son mariage avec le combattant de la liberté l'avait poussé dans un monde d'activisme politique où il connaîtra la torture, le harcèlement et le bannissement par le régime de l'apartheid. À bien des égards, pointe encore le Mail and Guardian, c'était son image intrépide et inébranlable face à un appareil d'État brutal qui donnait du courage à une nation qui luttait contre l'oppression. Un retour sur la vie controversée d'une grande combattante, c'est le titre de Fraternité Matin en Côte d'Ivoire. Certes, pointe le quotidien abidjanais, pendant 30 ans, Winnie Mandela va subir dans sa chair l'âpreté du combat et la violence raciste du pouvoir blanc, mais elle déclenche aussi polémiques et controverses, rappelle Fratmat, notamment lorsqu'elle appelle implicitement à la violence contre ceux considérés comme des traîtres à la lutte anti-apartheid, lorsque le pays sera enfin libéré du joug du pouvoir raciste. Devenue par la suite critique farouche de son ex-mari, elle lui reprochait l'accord passé avec les Blancs pour mettre fin à la ségrégation. Pour elle, en effet, la nation arc-en-ciel était un mythe. Walfadjri, au Sénégal, renchérit le parcours controversé d'une mère de la nation, titre le quotidien dakarois, indomptable et charismatique, certes, rappelle Walfadjri, mais la seconde partie de sa vie a été marquée par des événements troubles. En 98, pointe le journal, la commission Vérité et Réconciliation, chargée de juger les crimes politiques de l'apartheid, l'avait déclaré coupable politiquement et moralement d'énormes violations des droits de l'homme, commises par le Mandela United Football Club, un groupe de fidèles particulièrement violents. En fait, relève le Djeli, en Guinée, avec Nelson Mandela, elle aura d'une certaine façon formé plus qu'un couple, un duo d'enfer contre l'inique régime de l'apartheid. Lui, plus porté sur le pardon et la conciliation, et elle, privilégiant l'option de la loi du talion, auront été probablement plus complémentaires qu'antinomiques dans la lutte qu'ils ont menée contre l'oppresseur. Radical, diront certains, infidèle, rajouteront d'autres. Winnie Mandela, tout en assumant sa résistance au nom des townships, aura surtout le mérite d'exister et de livrer bataille dans un monde qu'on aurait cru exclusivement réservé aux hommes. Alors Winnie, ange ou démon, voilà la question que pose Wakat Serra. Peut-être les deux, ange et démon, en tout cas des mères de la nation, l'Afrique en a peu connu, relève le site burkinabé, pourtant sans avoir été chef de l'État, Winnie Mandela en est une, reconnue ainsi par ses compatriotes. Elle fait partie de ces figures de proue qui ont écrit en lettres d'or l'histoire ensanglantée de ce qui deviendra la nation arc-en-ciel. Winnie Mandela a déposé les armes pour rejoindre le royaume de ses ancêtres, mais son combat restera sans doute gravé à jamais dans l'esprit des Sud-Africains. Et si, comme on le dit en Afrique, les morts ne sont pas morts, conclut Wakat Serra,
Winnie Mandela continuera sans doute de hanter Robben Island ou encore les townships où les Noirs vivent désormais le cauchemar de l'apartheid économique cette fois. Finalement, note Le Monde Afrique, son génie aura été de se réinventer sans cesse. Mieux, cette femme qui se relève malgré ses dérives tragiques ou pathétiques, ses faiblesses impardonnables, a fini par devenir une incarnation de l'Afrique du Sud. Winnie est demeurée constamment rêche, comme la vie là-bas en Afrique du Sud, comme les espoirs qui y palpitent, même les plus irréalistes, dans ce pays toujours écorché vif, où la liberté n'est pas un aliment qui se cuit, ni ne se mange dans les townships. Elle est restée une reine jusqu'au dernier jour. Merci Frédéric Couteau. Et à propos de Winnie Mandela, je vous invite à réécouter l'entretien de Christophe Babouvier avec Georges Laurie, témoignage direct d'un homme de lettres qui avait côtoyé Winnie Mandela dans les années 90 alors qu'il était conseiller culturel à l'ambassade de France à Pretoria. Georges Laurie, donc entretien à réécouter sur RFI.fr. Il est 9h48 à Paris et nous sommes en ligne à présent avec Ibrahima Anne. Bonjour. Bonjour à tous. Rédacteur en chef de Walf Quotidien au Sénégal. Alors à la une de l'édition du jour, une visite qui a beaucoup fait parler, celle du ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba à Jérusalem, à la Grande Mosquée. Des photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ont suscité énormément de commentaires. Que reproche-t-on exactement à Sidiki Kaba, Ibrahima Anne? Il est exactement reproché au chef de la diplomatie sénégalaise de s'être rendu sur le mur des lamentations avec une présence visible des forces de sécurité israéliennes. Donc, comme pour dire que la visite était organisée et sortait complètement du cadre strictement privé. D'autant que le Sénégal préside le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien. Le président directeur général du groupe Walfadjri, Sidy Lamine Niasse, parle de sacrilège suprême du fait que M. Kaba s'est fait accompagner par des policiers juifs qui lui ont permis d'accéder de force à la mosquée d'Al-Aqsa. Pour le patron de Walf, le gouvernement sénégalais est responsable de cet acte ignoble que le peuple exprime toute sa honte devant un tel sacrilège qui permet l'image du Sénégal dans le monde. Et justement, comment le gouvernement réagit à ces critiques ? Officiellement, il n'y a pas eu de réaction du gouvernement. Mais l'on présume qu'il a dû faire le dos rond et jouer la solidarité passive. Jusqu'à ce qu'une actualité en fasse une autre, donc une actualité liée un peu au verdict du procès Khalifa Sall, qui a bouleversé les agendas des uns et des autres, particulièrement des médias qui s'y étaient beaucoup intéressés en fin de semaine dernière. Apparemment, ce n'est pas la première fois que Sidiki Kaba suscite la polémique au Sénégal, Ibrahima Anne. Malheureusement, non. Avant sa nomination comme ministre dans le gouvernement sénégalais, l'ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme avait défendu l'homosexualité, un sujet quelque peu tabou au Sénégal, sur le plateau de France 24. Ce qui avait été mal perçu lors de son entrée dans le gouvernement, dont la position officielle sur la question aller en sens inverse de celle défendue par M. Kaba, notamment lors de la visite de l'ancien président américain, M. Barack Obama. Ibrahima Anne, rédacteur en chef de Walf Quotidien au Sénégal. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Il est 9h51 à Paris. Et à la une de l'actualité en France, le gouvernement qui l'annonce, il tiendra bon face aux grévistes. C'est ainsi que s'exprime la ministre des Transports Elisabeth Borne au premier jour de la grève à la SNCF. Un cheminot sur deux qui cesse le travail, un TGV, un train à grande vitesse sur 8 seulement en circulation ce mardi. Des perturbations en région parisienne dans les transports de banlieue et du coup des centaines de kilomètres de bouchons dans la région. Ce mouvement va se poursuivre sur 3 mois à raison de 2 jours de grève et 3 jours travaillés. À la une également, l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi s'offre comme prévu une réélection triomphale, plus de 97% des voix face à un adversaire sans aucun poids politique, un plébiscite donc qui n'aura mobilisé cependant que 41% de votants. Aussitôt annoncé, aussitôt suspendu, Israël fait volte-face à propos de son plan d'expulsion des migrants africains. Benjamin Netanyahou avait annoncé le transfert de près de 37 000 personnes, des Érythréens et des Soudanais principalement, vers des pays occidentaux, et c'est en accord avec l'ONU. L'opération a été suspendue quelques heures plus tard à cause des tensions qu'elle provoquait en Israël même. RFI.
Et puis les hommages à Winnie Mandela, évidemment, elle reste une icône en Afrique du Sud, en particulier dans les milieux populaires. L'ex-épouse de Nelson Mandela, morte hier à 81 ans, une inspiratrice pour Monseigneur Desmond Tutu, qui rappelle qu'elle avait refusé de céder lorsque Nelson Mandela était en prison et que les forces de sécurité la harcelaient. Cyril Ramaphosa parle d'une voix du défi et de la résistance. Vous êtes très nombreux à réagir sur la page Facebook RFI Afrique à cette disparition. Pour Kiara Ilama, Winnie reste une grande figure de la lutte contre l'apartheid, peu importe les scandales qui ont entaché sa vie. Boubacar Teli Diallo estime qu'elle a restauré la dignité des Noirs bafoués dans l'apartheid. Vous continuez à réagir évidemment, et puis à partir de 10h10, Juan Gomez appelle sur l'actualité. Direction Tunis, où l'appel à la prière retentit 5 fois par jour pour appeler les fidèles à venir à la mosquée. Appel du muezzin qui suivent une formation spécifique. Reportage Michel Picard. La bâtisse du XVIIe siècle est somptueuse dans la Médina de Tunis. 2 jours par semaine, des hommes chargés d'adhan, l'appel à la prière musulmane, vont assister à une formation technique dans la plus ancienne institution musicale du pays, la Rachidia. La Rachidia, c'est le lieu du patrimoine musical de la Tunisie. Pour son président, Edi Moulé, les chants des muezzins ont une place particulière dans le quotidien des Tunisiens. Ils sont partout, dans le quartier, les impasses, dans les grandes avenues. C'est eux qui invitent les gens pour cette relation entre l'homme et le Dieu. Depuis 30 ans, Adel monte en haut du minaret de son quartier pour réciter les mêmes phrases. Coiffé d'une chéchia traditionnelle, cet homme discret, la cinquantaine, se considère comme un privilégié. Moi, je ne chante pas les chansons d'amour, je chante en coréen, parce que j'ai appris ça depuis l'enfance. Ça vous donne énergie, ça vous donne du plaisir. À l'origine de la formation, le ministère des Affaires religieuses, qui a souhaité pallier à la qualité inégale des appels à la prière. La tâche s'annonce ardue, à en croire le musicien Fetiz Gonda. Moi, je frissonne 5 fois par jour. Chaque fois que j'entends un mauvais adhan, c'est la première séance. Il s'avère que beaucoup de muezzins n'ont aucune notion musicale. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine de jeunes hommes à écouter attentivement les conseils des spécialistes qui leur font face. Le cheikh n'hésite pas à interrompre, corriger, encourager. Un imam, un professeur de diction, un autre de linguistique entoure l'ancien directeur de la musique du ministère de la Culture, Fetiz Gonda, qui doit veiller à l'inspiration spécifique de l'école tunisienne. Dans chaque région du monde arabo-islamique, il y a des spécificités modales. Il y a les modes orientaux et les modes utilisés au Maghreb. Et même au Maghreb, chaque pays a ses propres modes. Je peux dire par exemple je peux utiliser ces notes sous 3-4 versions différentes. C'est l'expression, l'intonation, le phrasé qui font que chaque musique a ses propres spécificités. Dans 2 mois s'achèvera la formation de cette première promotion. Composée des muezzins des grandes mosquées de la capitale, l'équipe devrait ensuite élargir la formation à d'autres villes. Michel Picard, Tunis, RFI. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, Les conseils du coach Didier Akoueté pour tous ceux qui veulent entreprendre en Afrique. demain, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, que signifie la lutte pour les droits civiques dans votre pays? appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide. Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU. RFI. RFI, la sélection du mois. Batouk. Rail. RFI. Le conseil santé avec Soumo Assurance. Caroline Paré, son invitée, évoque ce matin l'autisme à l'occasion de la journée de sensibilisation, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui avait lieu hier. Professeur Jean-Marc Baillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Est-ce que l'on s'accorde aujourd'hui sur une définition de l'autisme ? Oui, la définition de l'autisme est assez claire. Il y a des critères internationaux qui permettent de le repérer.
Ces critères doivent être adaptés à chaque âge et de façon synthétique, ce sont des difficultés dans les interactions sociales et la capacité de communiquer. Et d'autre part, un certain nombre de centres d'intérêt restreints, stéréotypés, et des comportements qui peuvent être de nature à enfermer la personne. Et on peut y rajouter maintenant les critères de sensorialité avec des hyper ou hyposensorialités qui sont maintenant apparus dans les critères diagnostiques. Au-delà de cette définition, de ces pistes de définition, est-ce qu'on connaît l'origine de l'autisme ? Non. Je crois qu'on peut dire que dans le champ de l'autisme, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et je pense que c'est un enjeu majeur d'être capable de mobiliser toutes les forces et toutes les personnes autour de ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, je pense que c'est peut-être une des qualités d'une société mature, d'être capable non pas de se diviser et de se mettre en colère comme c'est trop souvent le cas, mais au contraire de s'unir avec toutes les composantes, professionnelles, familles, chercheurs, pour pouvoir affronter ces domaines d'ignorance qui sont majeurs. Merci beaucoup, professeur Jean-Marc Baillet. Je rappelle que vous êtes chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier intercommunal de Créteil. Tout à l'heure, dans Priorité Santé, nous parlerons du burn-out maternel. Si le sujet vous intéresse, notre numéro, le 33 84 22 75 75. Merci Caroline, à tout à l'heure, 9h10, temps universel. Afrique Matin, merci de nous avoir suivis. Merci à Didier Chemouz et Laurent Hérault qui étaient à la réalisation. On se retrouve demain, 5h, temps universel. Et dans 10 minutes, vous réagissez à la mort de Winnie Mandela avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Bonne journée à tous. Le prix Théâtre RFI 2018. Bonjour, je suis Edouard Elvis Vouma, lauréat du prix RFI Théâtre 2017. C'est l'heure de passer le relais et c'est peut-être ton tour. Vas-y, lance-toi, écris, travaille ton texte. En un clic, tu deviens le lauréat du prix RFI Théâtre 2018. Si comme Edouard Elvis Vouma, vous êtes un auteur de moins de 46 ans, envoyez vos textes avant le 21 avril minuit à l'adresse suivante: prix.théâtre@rfi.fr. Bonne chance.